Le prisme, pour analyser les choses de la sélection naturelle, est un prisme vraiment très intéressant, qui nous permet de commencer une réflexion personnelle sur n'importe quel comportement d'être vivant assez facilement. Alors ça ne veut pas dire que la réflexion aboutira forcément à un truc juste, parce qu'il y a plein d'autres facteurs dans le monde que la sélection naturelle qui expliquent des choses. Mais c'est un prisme vraiment intéressant et vraiment simple à appliquer pour commencer à analyser les choses dans le monde. Comme exemple, tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est bizarre, on préfère boire de l'eau bien froide que de boire de l'eau un peu tiède. Et ça, si on utilise le prisme de la sélection naturelle pour analyser cette chose, je préfère boire de l'eau froide, donc selon le prisme de la sélection naturelle, ça a certainement été un avantage évolutif. De préférer l'eau froide à avantager des êtres humains à survivre. Et là, la raison, elle saute un peu aux yeux, même si je ne sais pas si c'est vraiment ça. Hein. Mais selon le prisme de la sélection naturelle, on peut facilement construire cette idée que en l'an moins 10 000, en l'an moins 100 000, quand on boit de l'eau dans une flaque, elle est un peu tiède. Et si elle est tiède, ça fait augmenter le nombre de bactéries, le nombre potentiel de toxiques, le nombre potentiel de pathogènes à l'intérieur de l'eau. De parasites et toutes sortes d'êtres vivants qui sont nuisibles, qui vont te tuer. Et donc, les êtres humains qui n'avaient pas de dégoût pour l'eau tiède ont eu une petite chance en plus, un petit déficit en plus, une petite chance d'être éliminés, que leur patrimoine génétique soit éliminé de la lignée humaine, du gène humain. Et donc, tous les êtres qui avaient une petite préférence pour les eaux bien fraîches qui sortent des sources ou des ruisseaux d'eau courante, et bien tous ces êtres-là, ils ont eu un avantage évolutif qui fait que maintenant, peut-être, on préfère l'eau froide, les boissons fraîches, pour cela. Alors c'est un début de réflexion personnelle qui est intéressant, qui passe par le prisme de la sélection naturelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. C'est pas parce que tout marche d'un point de vue évolutif de la sélection naturelle que c'est vrai. Parce que vient s'ajouter toujours d'autres réflexions. Par exemple, à l'heure actuelle, moi je suis influencé par la culture, et la culture ne dépend pas forcément de la sélection naturelle. Je suis influencé par d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui influencent. Et là par exemple, quelque chose d'assez simple, ce serait simplement de dire, non, en fait c'est juste que quand il fait chaud, on préfère des boissons froides pour rééquilibrer nos températures. Parce que c'est un aide qui facilite qui demande moins de travail du coup au corps, puisque on arrive à refroidir par ce qu'on boit, et inversement en hiver, quand on boit de l'eau chaude, ça réchauffe le corps, donc c'est un avantage pour le corps, parce qu'il a moins à utiliser d'énergie pour refroidir ou pour réchauffer. Et ça aussi, c'est d'un point de vue conceptuel, c'est tout autant valide. Et voilà, et il y a plein d'autres facteurs que l'évolution que la sélection naturelle qui peut venir influencer la réflexion. Mais je trouve vraiment que ce principe de sélection naturelle est un principe incroyable pour penser les choses par soi-même et pour commencer à découvrir des corrélations entre les choses par soi-même, dans son esprit, grâce à cette structure qu'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, pour l'expliquer, il y a cette petite histoire que mon père m'expliquait quand j'étais déjà très petit, et c'est pour ça que j'utilise depuis très longtemps ce prisme de lecture des choses. Parce que mon père, il m'expliquait la sélection naturelle avec l'histoire de 2 îles. T'as un individu de base, c'est une sorte de souris, une sorte de petit mammifère. Tu le mets, ils ont tous à peu près le même patrimoine génétique, sont tous à peu près de familles similaires. Et t'en mets une population sur une île, t'en mets une autre population sur une deuxième île. Sur la première île, tu introduis un prédateur avec, un genre de renard, qui court vite. Et sur l'autre île, tu mets pas de prédateurs. En revanche, tu mets des très grands arbres. Tu mets des grands arbres, tu mets beaucoup de grande végétation. Donc la première île, ce sera des plaines, des prairies avec des prédateurs. Et la seconde île, ce sera des forêts denses. Génération après génération, sur la première île, les individus qui, par hasard de l'aléation génétique, courent un peu plus vite. Par hasard, ils ont des facteurs qui font qu'ils courent un peu plus vite, ou des facteurs qui font qu'ils se camouflent mieux, ou des facteurs qui font qu'ils sont plus silencieux. Quand par hasard ils ont un critère génétique qui les favorise, qui favorise leur fuite des renards pour leur procréation,
eh bien ces individus auront un peu plus de chance que les plus gros, les plus lents, qui eux se feront un petit peu plus manger par les renards. Donc au fur et à mesure des générations, il va y avoir sélection naturelle, et c'est de là que vient le terme sélection naturelle. Il va y avoir sélection naturelle des gènes efficaces, des gènes qui font que l'animal devient efficace pour survivre à son milieu. Donc petit à petit, sur l'île où il y a des prédateurs et des grandes prairies, le petit mammifère va devenir de plus en plus agile, de plus en plus rapide. Et il va petit à petit être suffisamment rapide pour vraiment bien fuir le renard, beaucoup plus efficacement. Mais il peut y avoir plein d'autres facteurs qui lui permettraient de fuir le renard. Et là, on pourrait avoir des embranchements génétiques avec beaucoup de temps qui feraient qu'une branche deviendrait des animaux qui courent très vite. Et on pourrait avoir voilà, des animaux qui se camouflent. Il y a beaucoup de stratégies possibles et en fait, il y a toutes les stratégies possibles et imaginables. Et sur l'autre île, l'île où il y a de la végétation haute, ne seront pas sélectionnés les individus qui courent vite, parce que ça n'a pas d'intérêt de courir vite, puisqu'il n'y a pas de prédateurs de la course. En revanche, les individus qui stockent mieux les graisses, les individus qui ont un métabolisme plus efficace pour digérer, les individus qui ont un métabolisme plus efficace pour assimiler l'énergie des plantes, eux auront un avantage sur les autres. Donc petit à petit, on va augmenter la masse peut-être des corps, on va avoir des individus de plus en plus faits pour leur milieu. Il peut y avoir aussi un allongement des pattes et un allongement du cou pour accéder à de plus grandes quantités de nourriture, ce qui donnera aux individus un avantage, contrairement à ceux qui sont un tout petit peu plus petits. En fait, celui qui est un tout petit peu plus grand, s'il a un tout petit peu plus de chances de faire des enfants et de lui transmettre son gène d'être un tout petit peu plus grand, et que ça se répète sur 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, eh bien on va avoir sur cette deuxième île d'autres morphologies d'animaux, d'autres stratégies, comme des stratégies de gros herbivores ou des stratégies de type de girafe. Voilà. Et donc là, on a la sélection naturelle. C'est l'adaptation du gène au milieu naturel. Et voilà, c'est ça la sélection naturelle. Et cette théorie est vraiment intéressante. Cette structure de pensée est très intéressante parce qu'on peut la réutiliser pour parler de tout plein de choses chez les êtres vivants. Tous les comportements qu'un être vivant a, on peut tenter de le passer par ce prisme-là, de le rétro-ingénier, de comprendre les sources, de comprendre ce qui a été sélectionnant pour ce gène, ce qui a été sélectionnant pour ce comportement, et du coup comprendre pourquoi les êtres vivants sont comme ils sont. Pourquoi est-ce que les hommes aiment un certain type de poitrine chez les femmes? Eh bien, on est dans un mécanisme de sélection naturelle qui est exactement similaire, à savoir les hommes qui ont par le passé aimé les poitrines les plus efficaces pour nourrir les enfants sont les hommes qui ont eu le plus de chances de faire vivre leur descendance. Et donc, on a une sélection du goût, c'est-à-dire que les goûts, ils ont un petit aspect aléatoire. Quand on a des enfants, ils auront des goûts différents de nous, des structures mentales un peu différentes, mais toujours proches de la nôtre. Et celui qui aime les choses chez une femme qui sont plus pertinentes, plus efficientes pour la reproduction et pour la survie des enfants, celui-là a plus de chances d'avoir des descendants. Et ce n'est pas un choix. Ça c'est l'erreur qu'on fait en général, au début qu'on comprend ces mécanismes. L'homme ne va pas choisir sciemment la poitrine, les hanches, la morphologie de la femme pour la reproduction et pour la survie des enfants. C'est une attirance purement inconsciente, c'est-à-dire que ça n'a pas de raison en soi. L'attirance n'a pas besoin de raison. La raison vient après. C'est-à-dire que celui qui ne sera pas attiré par ça aura ses gènes petit à petit éliminés de la génétique humaine. Et celui qui est attiré par les bonnes structures
lui, il aura petit à petit sa génétique qui sera répandue dans l'humanité. Et ce que je dis là, ça marche pour tous les comportements en réalité. Ça marche pour tous les comportements, des hommes envers les femmes, des femmes envers les hommes, de tous les animaux, de toutes les plantes, même des interactions entre les plantes. Par exemple, la peur des araignées ou la peur des serpents, elle est totalement explicable, elle est totalement cohérente d'un point de vue évolutionnel, d'un point de vue de la sélection naturelle. Il est totalement cohérent qu'on ait une peur irrationnelle des serpents et des araignées, quand bien même elles ne sont pas toxiques certaines fois. Il est totalement cohérent qu'on sursaute quand un truc bouge sous notre pied. Moi souvent ça me fait sursauter parce que par des petits mécanismes de levier tu peux te retrouver à marcher sur un truc qui va bouger quand tu es dessus. Ça fait sursauter. Et ça c'est totalement cohérent. Pour quelle raison? C'est que celui qui n'avait pas peur de ce genre de choses, il y a 100 000 ans en Afrique, il se faisait piquer, il mourait. Celui qui avait peur de ce genre de choses, ça lui donnait des petites chances en plus de survivre et de transmettre ses gènes. Et donc, de tous les comportements, une grosse partie des comportements peuvent peut-être passer par le prisme de la sélection naturelle. C'est pas une volonté d'avoir peur de certaines choses, par exemple. C'est pas une volonté d'avoir peur du serpent pour survivre. À la base, c'était une peur irrationnelle. Comme d'autres ont peut-être eu peur de la salade verte. Sauf que ceux qui ont eu peur de la salade verte, ça a été un désavantage pour eux, d'un point de vue évolutif. Et ceux qui ont eu peur irrationnellement du serpent, ça a été un avantage évolutif. Et évidemment, on part jamais d'une feuille blanche. Donc en fait, on garde des structures de nos ancêtres. Et donc par exemple, la peur du serpent, elle a peut-être été alimentée déjà par la peur de tout ce qui bouge. Ça, c'est des mécanismes de base que pratiquement tous les animaux, tous les êtres vivants qui ont des capteurs visuels, ce qui bouge suscite plus d'attention que ce qui ne bouge pas. Parce que ce qui bouge, c'est à la fois un potentiel avantage, une source de nourriture, quoi que ce soit, un truc intéressant, ou alors un danger. Et ça, par exemple, on le garde de génération en génération sur des millions d'années, puisque ça, c'est quelque chose qui ne change pas, en fait. Le fait qu'un truc qui bouge, un truc, par exemple, qui est très volumineux, qui fonce sur toi et qui fait du bruit, ça va rester encore très longtemps. Très longtemps, parce que c'est une source de danger qui a été intégrée à nos mécanismes de pensée et de perception depuis longtemps, depuis bien avant même qu'on soit des Homo sapiens. Je vais vous parler de sélection artificielle, pour vous montrer à quel point en fait c'est vieux en fait ce type de compréhension du monde. La génétique, c'est moderne, le terme génétique, mais ce que provoque la génétique, ça fait extrêmement longtemps qu'on le maîtrise et qu'on le connaît. Par exemple, les Romains pratiquaient déjà la sélection artificielle des gènes, alors qu'ils ne savaient même pas que les gènes existaient. Enfin, ils comprenaient les mécanismes, mais ils voyaient, ils n'avaient jamais vu d'ADN, ils ne comprenaient pas le génome. Voilà. Mais les Romains pratiquaient de la sélection artificielle. Donc cette fois, ce n'est plus l'environnement qui sélectionne le gène, c'est l'humain. C'est pour ça qu'on dit artificiel. Les Romains pratiquaient la sélection artificielle sur les chiens pour former des molosses de combat pour l'armée romaine. La sélection artificielle, c'est encore plus facile à comprendre. Vous prenez une portée de chiens. Enfin, plusieurs portées de chiens. Vous prenez une vingtaine, une centaine de portées de chiens. Vous allez vers les chiots un à un et vous les énervez avec un bâton. Tous ceux qui attaquent le bâton, genre des petites attaques qui se vengent sur le bâton, quand vous l'embêtez avec, vous les prenez, vous les mettez à part. Tous ceux qui n'attaquent pas le bâton, vous les jetez. Vous les mangez, vous faites ce que vous voulez avec du cassoulet, peu importe. Vous les jetez. Vous prenez tous ceux qui ont été féroces avec le bâton, vous attendez qu'ils grandissent, vous les élevez comme il faut. Là, vous pouvez repratiquer des tests, sélectionner les plus féroces. Si vous voyez qu'il y en a qui deviennent des mollassons, vous les enlevez. Vous gardez que les plus féroces, femelles et mâles. Vous les faites se reprocréer et vous reprenez leurs enfants et vous refaites le même test. Vous re-énervez les enfants avec un bâton.
vous rééliminez tous ceux qui sont faiblards. Vous gardez que ceux qui sont forts et agressifs. Vous répétez le processus des dizaines, des centaines de fois et vous obtenez des chiens de combat. Vous obtenez des chiens qui sont naturellement beaucoup plus agressifs que l'était leur espèce à la base. Vous obtenez des chiens qui sont naturellement plus forts que ceux qui étaient à la base. Et vous pouvez pratiquer cette sélection pour un tas de choses. Vous pouvez pratiquer cette sélection pour la force musculaire du chien. C'est très simple, vous n'avez qu'à éliminer ceux qui ont moins de force musculaire. Vous pouvez pratiquer cette sélection pour la vitesse de course des chiens. Vous n'avez qu'à éliminer ceux qui courent plus lentement. Pour tout et n'importe quoi. Et après, bon, bah, ce mécanisme, on l'a utilisé pour tout en fait. Tous les êtres vivants qui sont sous contrôle de l'être humain, en fait, on a pratiqué la sélection sur eux. Le blé qu'on mange a été sélectionné, l'orge qu'on mange a été sélectionné, les pommes qu'on mange ont été sélectionnées, toutes les carottes qu'on mange ont été sélectionnées. Tous les êtres vivants qui sont sous notre contrôle subissent la sélection. Subissent la sélection artificielle. Et là, c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle l'eugénisme. Alors je ne vais pas rentrer trop profondément dans l'eugénisme, mais l'eugénisme, c'est l'idée que ces méthodes peuvent être appliquées aux êtres humains, parce que finalement on est des êtres vivants qui ont des gènes, et donc on pourrait sélectionner les êtres humains. Et je vais pas rentrer dans l'eugénisme moderne. Je vais juste dire un truc que je sais depuis pas longtemps, enfin en vrai je le savais depuis longtemps mais je l'avais oublié. C'est que Platon, dans la République de Platon, donc c'est en moins 500, à peu près moins 400 peut-être, avant Jésus-Christ, à Athènes, Platon dans la République de Platon, donc dans un livre qu'il a écrit, en moins 400, moins quelque chose, je sais plus la date exacte, il y a très longtemps, avant Jésus-Christ, il nous parle déjà de ce qui ressemble à l'eugénisme. Il propose que les soldats les plus forts procréent avec les femmes les plus fortes et qu'on mette des bâtons dans les roues aux soldats les plus faibles pour que naturellement les Athéniens deviennent plus forts. Et donc Platon propose déjà des bases d'eugénisme. Donc en fait ces mécanismes sont maîtrisés depuis longtemps. Alors maîtrisés pas totalement, mais on les conçoit depuis longtemps. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Platon il dit il ne faut pas que ça soit officiel, que les forts ont plus de possibilités d'avoir d'enfants avec les bonnes femmes. Parce que si c'est officiel, les gens vont se révolter. Ce qu'il faut, c'est que, sans s'en rendre compte, les faibles soient désavantagés par la cité et que, sans s'en rendre compte, les forts soient avantagés par la cité. C'est-à-dire que la cité vient rajouter, en plus des mécanismes naturels de sélection, des mécanismes artificiels qui seront du coup cachés, qui seront non dévoilés. Du coup, c'est intéressant qu'en moins 400, on pense déjà comme ça. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, je sais pas si c'est de la naïveté ou je sais pas ce que c'est, mais si en moins 400, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque où... En moins 400, je veux dire, la plupart des gens, il y a 200 ans, c'est vieux pour eux. En moins 400, c'est il y a 2500 ans, quoi, 2400 ans. Il y a 2400 ans, les Grecs pensaient déjà à des structures d'État de ce type. C'est-à-dire un État qui va introduire, sans le dire à la population, des mécanismes pour favoriser le gène de certains au détriment du gène d'un autre. Je veux dire, si on pensait ça il y a 400 ans, je trouve ça aberrant d'être considéré de complotiste si on pense qu'il y a des mécanismes comme ça. C'est rien que le fait de penser. Moi, je n'affirme pas que c'est le cas. Mais c'est certain que des gens y pensent. C'est certain que des gens à la tête du pouvoir y pensent. Je veux dire, s'il y a 2500 ans, des Grecs y pensaient à Athènes, vous n'allez pas me dire que dans une société technique telle que la nôtre, une société où ces phénomènes sont maîtrisés au niveau qu'on connaît, quand même, il faut être sérieux à un moment, en fait, ça serait aberrant. Ce serait aberrant que personne n'y pense et que personne ne veuille essayer de mettre en place ce genre de système. Ce serait totalement aberrant. Et même ce que je dis là sur la sélection naturelle, c'est vieux. À l'heure actuelle, on
on est beaucoup plus loin dans le comportement, dans la réaction pure du cerveau, des nerfs, du système nerveux, tout ce genre de choses. Dans la publicité, tous les secteurs de la publicité investissent massivement, toutes les entreprises qui utilisent la publicité investissent massivement dans les recherches sur les neurosciences, sur la... je me souviens plus les termes, mais toutes les recherches sur les comportements, là, les sciences comportementales et tout ça, c'est exploité à fond. Et là, ce n'est que la base de la base pour comprendre en fait qu'il y a des mécanismes et qu'on peut comprendre, grâce à la raison instrumentale, on peut comprendre les interactions des êtres vivants. Et ça nous mène à comprendre qu'en fait, on peut nous guider en fait, comme une voiture télécommandée. Quand on comprend la longueur d'onde, quand on comprend les stimulations qu'il faut nous envoyer pour qu'on réagisse de telle manière, on peut nous téléguider, on peut nous télécommander. Alors, à quel niveau de précision, c'est difficile de savoir ça.